Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live en direct de l'Hôtel de Ville de Bagneux. Ce soir, c'est vous qui posez les questions sur tous les sujets qui vous intéressent ou qui vous préoccupent. Et je vous invite à le faire dès maintenant pour que Marie-Hélène Amiable puisse y répondre dans les secondes qui viennent. Bonsoir Madame le maire. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. On va passer tout de suite à une première question qui nous est arrivée par Internet ou par Facebook. C'est une question de Sylvie qui habite rue de la Mairie, qui nous dit « Bonjour Madame le maire, j'ai eu la chance de pouvoir assister au spectacle de Kerry James au théâtre hier soir. Il paraît que c'était très bien. Ce spectacle interroge la relation aux politiques et particulièrement des jeunes de banlieue. Nous savons qu'à Bagneux aussi, l'abstention est forte, voire très forte chez les jeunes. Quelle suite pourrait-on envisager avec les jeunes et les moins jeunes pour enrayer l'idée que leur intervention politique serait inutile ?» C'est une question effectivement très, très intéressante. J'étais moi-même au spectacle hier soir à Vif avec Kerry James et le plaisir c'était de voir que la salle était quand même bien remplie de jeunes et de jeunes de la ville, de jeunes qui étaient venus avec le service jeunesse ou le conseil local de la jeunesse. Donc ça prouve que d'abord ils s'intéressent à la démarche qui était donc un spectacle qui fait réfléchir, justement, qui met l'art au service de cette réflexion et de l'émancipation humaine. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, l'éloignement des jeunes de la politique, il n'est pas que chez les jeunes, il est aussi chez les adultes. Donc, on l'est en tête. Le niveau d'abstention à Bagneux, il est à Bagneux ou dans le pays d'une manière générale. Oui, il est plus accentué chez les jeunes, de 18 à 25 ans, mais il est quand même d'une manière générale une distance vis-à-vis de la politique. Je pense que voilà, on a entamé des choses extrêmement intéressantes. Moi, j'ai en tête, j'ai fait il y a très peu de temps, à propos du budget participatif, une rencontre avec les jeunes de la ville. Il y avait une 50aine de jeunes. D'ailleurs, ils ont été nombreux du coup à déposer des projets dans le cadre du budget participatif et des projets qui sont des projets évidemment pour leur avenir à eux, mais pas seulement, des projets d'intérêt général. Donc ça prouve que quand on leur donne les moyens d'agir et d'intervenir, ils s'intéressent à la chose publique, ils sont capables de porter des projets qui soient des projets collectifs pour tous. Moi j'ai l'intention de continuer ce genre de rencontres avec des jeunes, des groupes de jeunes, pour aller les écouter, discuter avec eux, puis essayer de concrétiser des projets avec eux. Parce que je pense aussi ce qui peut éloigner parfois les jeunes, c'est de se dire, cause toujours tu m'intéresses, mais il n'y a rien qui bouge. Donc il faut aussi que ça soit suivi d'actes, et voilà, je pense qu'avec le budget participatif par exemple, on aura de la concrétisation de leurs propositions, mais c'est vrai avec l'aide aux projets jeunes, c'est vrai avec le conseil local de la jeunesse, etc. Je ne vais pas être trop longue sur cette question, mais voilà, je pense qu'il faut aller les chercher et les écouter et agir après sur le terrain avec eux. D'accord, ouais, c'est vrai que Kerry James s'adresse à eux et arrive bien à les convaincre et à les motiver. Une question posée par Adrien. Bonjour madame, pour beaucoup de franciliens, la principale image de Bagneux, c'est la RD 920, forcément quand on traverse. Aujourd'hui, elle est sale, il n'y a pas de piste cyclable, le mobilier urbain est dépareillé. Je sais que des travaux de cette ampleur ne dépendent pas que de la municipalité, mais pourquoi ne pas vous mettre en lien avec les maires d'Arcueil, de Cachan, pour lancer une grande pétition, une mobilisation à l'image de ce qui a fonctionné pour obtenir un lycée à Bagneux? L'image de Bagneux en serait changée, tout comme la vie des riverains de la RD 920, qui pourraient enfin rejoindre le parc de Sceaux ou Paris à vélo avec un sentiment de sécurité. Alors, c'est une très bonne question. La RD 920 est une voie départementale, donc gérée par le département des Hauts-de-Seine, par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, donc qui n'est pas sous gestion directe de la ville, mais bien sûr, c'est un axe extrêmement structurant de la commune. Puis c'est un axe aussi qui est amené à se développer. On le voit dans le cadre de la ZAC Victor Hugo, avec des immeubles de bureaux qui ont été livrés. Donc les choses vont continuer dans cette dynamique, donc il y a besoin de restructurer. Alors ce travail, il est entamé avec les maires des 4 communes concernées, que sont Montrouge, Bagneux, Arcueil et Cachan. Et puis il y a 2 départements qui doivent agir ensemble, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Donc une réunion s'est tenue sur cette question encore tout récemment. On était tous présents, les 2 présidents de conseils départementaux et les 4 maires concernés. Et donc nous, les maires, nous avons rappelé l'urgence
voilà, d'intervenir et de requalifier en boulevard urbain, un boulevard urbain où il y ait évidemment la circulation des bus, mais aussi des pistes cyclables, mais aussi des alignements d'arbres, enfin quelque chose qui soit digne de ce que nous avons besoin aujourd'hui. Les choses vont avancer, on s'est mis en tous les cas d'accord sur un projet. C'est un projet quand même qui coûte en fait depuis Bourg-la-Reine jusqu'à la Porte d'Orléans environ 65 millions d'euros et qui doit être financé aux 2 tiers par le département des Hauts-de-Seine, 1 tiers par le département du Val-de-Marne. Nous nous sommes mis en gros d'accord sur le projet d'aménagement. Donc ce qui est prévu, c'est qu'au premier semestre 2018, il y ait une mise en œuvre d'une concertation publique qui sera lancée avec une enquête publique, parce que c'est la procédure réglementaire pour ce type d'avenue, donc qui est une avenue structurante. Donc voilà, les choses vont s'enclencher en 2018. Après, voilà, c'est, vous l'avez compris, un montant extrêmement important. Voilà, je pense que le début des travaux ne sera pas avant 2020-2021. Voilà, il faut aussi dire le temps de ce projet. Mais en tous les cas, maintenant, les choses sont enclenchées. Ça fait 2 ans qu'on y travaillait très, très sérieusement. Donc voilà, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle ce soir que je peux donner. Cette réflexion avance et se concrétise. Et les habitants vont être consultés premier semestre 2018 sur l'aménagement proposé. Et les départements qui sont financeurs Les départements se sont mis d'accord et ont dit qu'ils financeraient le projet. Donc ça, c'est... Voilà. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, ouais. Une question posée par Majid Amar. Quand un 2e stade de rugby sera-t-il construit? Le terrain actuel et la plaine de jeu sont pleins de crottes de chiens. Les joueurs se blessent et les vestiaires sont trop petits. Alors, on a un stade de rugby à Bagneux, le stade Port-Talbot. C'est vrai que c'est un stade qui est en gazon. Hein. Donc, c'est vrai que quand il y a la période hivernale, c'est évidemment un petit peu plus compliqué parce qu'il pleut, donc la pelouse est moins praticable. Il faut qu'on la garde praticable pour les jours de match. Donc parfois le club et les joueurs vont s'entraîner sur la plaine Thorez, mais qui est une plaine d'accès public, qui n'est pas un stade. Donc j'entends ces difficultés qui sont posées, mais je voudrais quand même dire que sur le stade de rugby, on a fait des travaux importants parce qu'on a refait tous les vestiaires, les douches, etc. Donc il y a peu de temps, il y a 2 ans. Donc maintenant, ils sont trop petits quand même, les vestiaires. Je pense que doit être les vestiaires quand ils vont à la plaine de jeu Thorez. Moi, je réponds très franchement, il n'y aura pas de 2e stade de rugby. Il y a à peu près 200 adhérents, en gros, sur Bagneux, au club de rugby de la ville. Voilà, on est une ville de 40 000 habitants. Je ne vais pas promettre qu'il y aura un second stade de rugby. C'est pas prévu et budgété pour ça. Et voilà, il n'y en aura pas. Donc, je suis désolée de décevoir Madvid, mais il n'y aura pas de 2e stade. Par contre, la question éventuellement de pouvoir remplacer cette pelouse en herbe par quelque chose de plus durable et résistant et posé. Mais voilà, ça ne va pas faire partie des choses qui vont être faites d'ici 2-3 ans, pour tout le dire, parce que les travaux qu'on engage l'année prochaine pour le sport, qui sont importants, c'est qu'on refait donc le stade omnisport et la piste qui est aujourd'hui dégradée, qui s'affaisse. Et donc là, on va investir des sommes extrêmement importante pour refaire donc complètement cet espace et y poser donc un synthétique dessus pour pouvoir l'utiliser de meilleure manière. Donc ça devrait aussi permettre de répondre aux entraînements du rugby en parallèle de Port-Talbot. Alors une question qui est arrivée il y a quelques minutes, elle est posée par Nayana. Bonjour, quand y aura-t-il la ludothèque à Bagneux? Alors pour l'instant il n'y a pas de ludothèque prévue dans la ville. Ce qu'on a mis en place suite à l'événement citoyen qu'on avait fait #PasseNVous, c'est une ludothèque mobile, donc avec des habitants qui participent aux côtés des services de la ville à faire tourner donc, dans le camion hashtag, d'aller s'installer donc dans les quartiers et de faire des activités de ludothèque donc à travers la ville dans différents quartiers. Donc ça a été fait plusieurs fois et ça va continuer à se faire. Là, on est un petit peu plus en stand-by, même si on en a fait une il n'y a pas longtemps à la résidence de personnes âgées, par exemple. Oui, qui a bien fonctionné. Une soirée ludothèque, une après-midi, je crois que c'était un samedi ludothèque. On va continuer à en faire. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas encore de projet d'une ludothèque en fixe, même si on a prévu dans la future école du nord de la ville qu'il y ait donc une partie ludothèque qui puisse être utilisée par le quartier. Très bien. Donc on peut quand même jouer à Bagneux voilà. Mais c'est vrai que c'est pas une vraie ludothèque comme il en existe
dans quelques communes. Une question de Younes qui est arrivée là aussi il y a quelques minutes. Bonsoir, c'est pour quand la numérotation du parking de la Pierre Plate? Numérotation des emplacements, j'imagine. Alors, la Pierre Plate, c'est un vaste sujet. D'abord, le parking, ça appartient pas à la mairie, hein, c'est au bailleur Domaxis, donc c'est pas nous qui décidons de numéroter ou pas les places de parking, mais la question qui est plus profondément posée, c'est qu'il y a, vous le savez, une opération de renouvellement urbain, donc qui est entamée avec la démolition de certains logements, la reconstruction d'autres, la réhabilitation, et la question du stationnement est une question compliquée dans la Pierre Plate, puisqu'aujourd'hui il y a des places complètement libres, pas numérotées justement, complètement libres d'accès, mais que surtout aujourd'hui la cité de la Pierre Plate est complètement ouverte. Donc n'importe qui, que vous habitiez la Pierre Plate ou pas, vous pouvez venir vous y stationner. Et c'est source de complications, et c'est même source aussi d'incivilité, puisqu'on a aussi des voitures épaves, etc., qu'on fait enlever, donc nous, très régulièrement. Aujourd'hui, je ne pense pas que le bailleur ait prévu, puisqu'on est dans la phase de projet, de numéroter les places. Mais à l'avenir, ça sera bien sûr, ça le sera. Voilà, en tous les cas, c'est une question extrêmement importante. Moi, j'y suis sensible. Aujourd'hui, voilà, c'est compliqué de stationner. C'est encore plus compliqué avec les chantiers du métro. Mais ça ne dépend pas de la ville, ça dépend du bailleur. Donc, j'invite les habitants qui, s'ils pensent que c'est une question prioritaire, il faut essayer de se mettre ensemble et demander qu'il y ait une intervention, même si elle est provisoire en attendant l'ensemble du projet. C'est Domaxis ? Domaxis. C'est Domaxis. Oui. Une question de Christelle qui est arrivée là à l'instant. Bonjour, à quand la réfection des parkings dans la rue Jean Longuet? Ils ont été refaits il n'y a pas longtemps pourtant ces parkings. Des parkings dans la rue Jean Longuet. Donc écoutez, oui, la rue a été réaménagée il y a quand même pas très longtemps, et on avait donc créé du stationnement en épi, donc sur la rue Jean Longuet, donc qui est toujours le long du stade, donc qui est toujours justement, on avait fait ça exprès pour créer plus de place que ce qui existait auparavant. Et puis il y a du stationnement en face dans la rue, donc du stationnement latéral. Donc voilà, il n'y a pas aujourd'hui de prévu d'abord, on ne peut plus, l'espace et toutes les places qui pouvaient être utilisées le sont. Donc je ne comprends pas bien le sens de la question. Je suis désolée. Il faut peut-être préciser votre question si on n'y a pas répondu, ou sinon vous avez votre réponse. Deux questions ont été envoyées par deux personnes différentes, par Débo Ménager et par Sarah Sassa. Je les lis toutes les deux parce qu'elles concernent le même sujet. Il s'agit de l'école, en tout cas de l'avenue de Stalingrad. Débo nous dit... l'école Vallon ou Chateaubriand. Oui, c'est ça, voilà. Chateaubriand. Depuis plusieurs semaines, je passe tous les jours rue de Stalingrad, près de l'école maternelle de Chateaubriand, et depuis plusieurs semaines que l'accès est ouvert, il n'y a toujours pas d'agent de sécurité afin de faire traverser les enfants. Sachant que c'est un endroit qui est assez dangereux quand même, car il y a des voitures qui circulent librement, ainsi que des engins de chantier. Bref, il trouve ça inadmissible. C'est la même chose pour Sarah, et il demande est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un peu plus d'agents pour aider les enfants à traverser Alors, de mémoire, sur ce groupe scolaire, les deux écoles Vallon maternelle et Chateaubriand, parce qu'elles sont vraiment très proches l'une de l'autre, hein, on a aujourd'hui 3 personnes donc, qui interviennent dans le cadre des traversées d'écoles. Donc, ce que j'entends dans la question qui est posée, c'est que c'est pas satisfaisant. Donc il faut qu'on puisse réexaminer, mais on a 3 personnes qui sont là pour ces groupes scolaires. C'est un endroit où justement on a renforcé, on n'avait que 2, et à la demande des parents d'élèves, moi j'ai fait rajouter donc un troisième poste. Donc ce que je vais dire, c'est que moi je vais aller vérifier sur place où sont positionnées ces personnes, et si elles ne sont pas positionnées au bon endroit, ce que j'entends, il faut qu'on puisse les repositionner, mais là pour le coup la ville a mis les moyens
en plaçant donc trois personnes chargées des traversées d'école que pour ce groupe, cet ensemble scolaire. Donc j'entends que ça ne va pas, donc si ça ne va pas, moi je vais demander au service citoyenneté, prévention, sécurité d'aller sur place à la rentrée, là on est sur les vacances, et d'aller voir comment que ça fonctionne effectivement, donc le matin ou le soir à l'entrée ou à la sortie des classes, ça ne va pas, il faut qu'on rectifie ce qu'on a fait, parce que là, pour le coup, les moyens, on les a mis, donc s'ils ne sont pas efficaces, c'est à nous de les rendre efficaces. Donc j'entends et j'ai entendu. Encore une question qui arrive, vous êtes très actif ce soir et c'est très bien, on est là pour répondre à un maximum de questions. Bonjour, pouvez-vous fournir une solution pour avoir plus de place en crèche ? Alors c'est un vaste sujet. C'est vrai que nous n'avons, il n'y a pas qu'à Bagneux, pas suffisamment de place dans les structures collectives. Nous avons par contre beaucoup d'assistantes maternelles sur la commune, mais c'est vrai qu'il y a une recherche de mode de garde collective. Nous poursuivons nos efforts. On va livrer donc pour septembre 2018, une nouvelle crèche de 2 fois 45 berceaux, donc dans le nord de la ville, la crèche Graine de Lune, donc qui sera livrée. Donc il y a un effort de place quand même vraiment supplémentaire pour la commune. On favorise et on accompagne aussi des projets qui peuvent être des projets associatifs également, donc des personnes qui ont monté des projets et qui nous ont demandé le soutien. Donc si toutes les conditions de sécurité sont réunies, d'encadrement, nous les soutiendrons. Donc voilà, on poursuit nos efforts, mais c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de place, donc il faut qu'on continue à soutenir. Je vais peut-être rajouter quelque chose, je parlais des assistantes maternelles, on va aussi lancer les travaux du relais d'assistantes maternelles dans la rue de Verdun. Il y en a déjà dans le sud, mais sans voilà, il y en a un dans le sud et on en aura comme ça un dans le nord, quelque chose qui fonctionne très très bien et qui aussi sécurise les parents, parce que le relais d'assistante maternelle permet aux assistantes maternelles en fait de venir avec les enfants dans des lieux collectifs où il y a aussi de l'échange, du jeu, tout ce qu'on espère, et c'est des moments de rencontre entre professionnels de la petite enfance pour améliorer leurs prestations en direction des familles. Donc, et ça fonctionne très très bien dans le sud. Je sors de la fête de Noël du RAM qui était à Fontaine-Gueffier, et franchement je vois le très bon écho que ça. Donc il y a aussi des très bonnes assistantes maternelles à Bagneux, je voudrais le souligner. Et elles sont nombreuses. Et elles sont nombreuses. Arnaud nous envoie cette question. Bonjour, quels sont les projets envisagés pour le quartier Abbé Grégoire Mirabeau ? Alors, quartier Abbé Grégoire Mirabeau, monsieur le préfet est venu visiter le quartier il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de novembre. Donc je lui avais demandé de venir visiter ce quartier, qui est un quartier qui est dans la politique de la ville, ça veut dire qu'il est reconnu comme prioritaire, pour qu'on puisse donc avancer sur un projet de rénovation urbaine et de réhabilitation des logements. Donc moi, évidemment, on a signé aussi une convention pour engager en fait des études urbaines avec le bailleur qui est Hauts-de-Seine Habitat. Je regrette que ça n'aille pas assez vite. Je le dis clairement, parce que nous, on avait voté il y a bien longtemps les financements pour financer une partie de cette étude. Et bon, là, enfin, on a choisi en fait le cabinet qui va mener, d'urbaniste qui va mener cette étude. Ce que je souhaite, moi, c'est que la réhabilitation, et ce que j'ai dit à Hauts-de-Seine Habitat dernièrement quand je les ai rencontrés, c'est que la réhabilitation de l'allée Mirabeau, qui est prévue et annoncée depuis un moment maintenant, devienne effective et qu'on puisse déjà donc entamer la réhabilitation de tous ces logements sans attendre encore plusieurs années. Donc je souhaite vraiment qu'en 2018, la réunion de concertation ait lieu avec les habitants de Mirabeau et que la réhabilitation puisse commencer. Sur le reste du secteur, c'est là l'objet de l'étude urbaine. Donc il y aura cette étude, on a demandé donc que ça se fasse en concertation avec les habitants, et il y aura aussi un cabinet choisi spécialement pour faire cette concertation avec les habitants en vue de proposer plusieurs scénarios qui seront discutés, débattus et choisis avec les habitants. La ville donnera son point de vue, Hauts-de-Seine Habitat le sien, mais c'est extrêmement important que ce quartier, qui est un quartier qui connaît de nombreuses difficultés, où l'entretien des bâtiments n'est pas satisfaisant, donc puisse bénéficier d'un entretien correct,
Voilà, les habitants payent leur loyer, ils ont droit en face à des prestations d'entretien minimum. Et que deuxièmement, évidemment, c'est des bâtiments anciens, donc il faut réfléchir à leur réhabilitation ou alors à un autre projet. On verra ce que nous donnent les études. Mais c'est quelque chose aussi, un projet que je suis très très près, mais on n'est pas tout seul. Il y a nous et il y a un bailleur. Il faut qu'on puisse travailler en exigence et en partenariat. Ça a l'air de commencer à bouger. Tout à fait. Camille, bonjour. Quand la crèche de la ZAC Victor Hugo va-t-elle ouvrir et à partir de quand pourra-t-on s'inscrire? Alors, elle ouvre en septembre 2018, donc l'ouverture et les inscriptions, vous pouvez déjà commencer à vous... Enfin, si vous, bien sûr, vous attendez un enfant. Vous attendez un enfant, mais vous pouvez d'ores et déjà commencer à vous inscrire. Les inscriptions sont prises tout au long de l'année. Les commissions d'attribution ont lieu en général au mois de mai. Voilà, donc il faut le faire maintenant. Ça laisse un peu de temps, il ne faut pas trop tarder. Voilà. Les places sont chères, comme on dit. Et une question de Jérôme. Bonsoir Madame le maire. Il y a eu une réunion sur la rénovation de la Pierre Plate avec un certain nombre de jeunes. On en est où sur les espaces verts et surtout l'emploi des jeunes dans ce quartier? Alors, sur les espaces verts, bien sûr, il y a envisagé dans le projet de rénovation urbaine, notamment de requalifier tout ce qu'on appelle le mail de Bussy, là où il y a le terrain de futsal, pour en faire vraiment un bel espace. Et puis, évidemment, de prolonger le parc Nelson Mandela, qui existe déjà, et de créer des jardins. Enfin, voilà. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, le projet n'a même pas encore été présenté aux habitants. Et j'allais dire, nous, on est encore en discussion avec les urbanistes et avec le bailleur et avec l'Agence nationale de rénovation urbaine sur le projet que nous allons présenter. J'espère qu'on va, normalement, donc au premier trimestre 2018, on va faire à nouveau une grande réunion publique donc sur cette question-là, puisque la réhabilitation de la barre, ce qu'on appelle la barre Chopin, l'immeuble Chopin, donc devrait commencer en 2018 comme une première étape de ce grand projet de rénovation. Sur les questions d'emploi des jeunes, je le redis, je l'avais déjà dit aujourd'hui, nous on a signé avec la RATP, avec la Société du Grand Paris, nous et notre territoire, pour qu'il y ait des clauses d'insertion dans les chantiers publics. Donc aujourd'hui, il y a des balnéolais qui travaillent d'ores et déjà sur les chantiers du métro, de la 4 et de la ligne 15 du Grand Paris. Donc voilà, s'il y a des jeunes qui sont intéressés pour s'inscrire dans cette démarche, il faut qu'ils nous le fassent savoir. Et bien sûr, nous appuyons donc leur demande. Donc voilà ce qu'on essaie de faire. On l'avait fait avec l'immeuble Codic, quand l'immeuble Résonance, cet bel immeuble là en vague a été construit le long de la RD 920, et on continue à chaque fois qu'il y a des promoteurs qui construisent ou des investisseurs de demander donc qu'il y ait des clauses d'insertion. Moi, je tiens beaucoup à ce que le développement des projets il profite aussi aux jeunes. J'en profite pour dire que là, on a eu sur Bagneux ce qu'on appelle une entreprise éphémère qui regroupait donc une cinquantaine de demandeurs d'emploi. Qui est quelque chose, je ne rentre pas dans les détails parce que ça serait trop long, mais le Parisien s'est fait l'écho aujourd'hui même dans une très belle page de ce projet. Donc voilà, on accompagne ces projets-là, sur quelque chose qui est compliqué. Le chômage, c'est évidemment, il est massif dans notre pays, donc il est aussi important dans notre ville, mais c'est vraiment le sens de notre action. Une question de Calou. J'ai un problème de punaise de lit dans mon appartement à Abraham Lincoln. Qui, du bailleur ou du locataire, doit prendre en charge le traitement, et est-ce que la mairie peut intervenir? Alors, la mairie peut intervenir parce que moi, j'interviens beaucoup sur ces questions. Parce qu'en fait, les punaises de lit, c'est pas comme les cafards, etc. C'est pas reconnu aujourd'hui de la même manière, c'est-à-dire comme dangereux au niveau sanitaire, etc. Et donc au niveau hygiène, et donc besoin d'être prise en charge. Donc aujourd'hui, ce n'est dans la loi pas à la charge des bailleurs. De plus en plus, des bailleurs donc interviennent pour faire les interventions nécessaires dans les logements qui sont assez coûteuses. C'est 400-500 € à chaque fois, il faut au moins passer 2 fois. Plusieurs bailleurs l'ont fait, Domaxis, IDF Habitat.
Moi, je demande que les bailleurs prennent en charge parce que c'est tout simplement, c'est un vrai fléau et c'est tout simplement pas possible de se dire que c'est au locataire de se débrouiller tout seul. Je suis intervenue auprès aussi également de la ministre de la Santé pour demander que il y ait une vraie reconnaissance nationale de ce phénomène qui se développe beaucoup en région parisienne, pour qu'on traite ces solutions-là au niveau donc des bailleurs et qu'on arrête de laisser les locataires se débrouiller tout seuls avec ça et être obligés de payer des sommes astronomiques à leur charge. Donc ça, c'est une question effectivement importante et je pense que cette dame, on doit être en lien avec elle, mais si on ne l'est pas, moi je l'invite à m'adresser un mail, marie-hélène.amiable@mairie-bagneux.fr, c'est tout simple. Envoyez-moi un mail et si on ne sommes pas intervenus, nous le ferons près du bailleur pour essayer d'obtenir que là, c'est Hauts-de-Seine Habitat prenne en charge le traitement de ce qui est un vrai fléau aujourd'hui et qu'il faut combattre de manière très très active. Donc, Elou, la mairie peut vous appuyer dans votre démarche avec le bailleur, parce que c'est le bailleur qui doit intervenir chez vous, bien sûr, puisque c'est son immeuble. Et c'est son intérêt aussi, d'ailleurs, parce que s'il ne traite pas un logement, ça risque de proliférer dans tout l'immeuble. Mourad vous pose cette question. Bonsoir, Madame le maire. J'ai une question, mais je ne sais pas si cela relève de vos prérogatives. Est-ce normal qu'un bâtiment de 6 étages n'ait pas d'ascenseur depuis presque 20 jours ? Donc c'est une panne d'ascenseur. Il s'agit d'un bâtiment IDF Habitat au Cuvron, qui serait donc en panne d'ascenseur depuis 20 jours. Non, je vais dire ça. Oui, ça dépend pas de la mairie. Là, vous avez raison, mais c'est pas normal de laisser les gens dans cette situation. Donc pareil, on a l'adresse exacte. Rue des Cuvrons, mais on n'a pas le. Alors, si je peux avoir le numéro, ça nous faciliterait la tâche pour intervenir. On peut intervenir dès demain. Moi, je le fais très régulièrement. Pour que la réparation soit engagée et au moins donner les éléments. Est-ce que c'est pas acceptable et que s'il y a des personnes qui sont en très grande difficulté, elles puissent être accompagnées par le bailleur. On a déjà fait faire dans d'autres endroits pour porter les courses à des personnes âgées, etc. On ne peut pas laisser les gens assignés à résidence chez eux pendant 20 jours parce que l'ascenseur est en panne, quoi. Donc n'hésitez pas à me faire passer sur Facebook, par Facebook. Et on va intervenir dès demain. Moi, j'avais pas connaissance, donc il ne faut pas hésiter. J'ai envie de dire aux habitants, quand il y a des situations comme ça, restez pas isolés, sollicitez-nous pour qu'on intervienne immédiatement auprès du bailleur. Moi, je suis là aussi pour aider les gens et faire que ils soient dans leurs droits et que les choses s'accélèrent et soient prises en compte de bonne manière par leur bailleur. Une question posée par Émilie Grosjean sur Facebook il y a quelques heures ou quelques jours peut-être. Bonjour, j'attire votre attention sur le stationnement abusif des camions sur le parking Maurice Thorez, qui entraîne des doubles fils, des bouchons. Certains y garent même des voitures pour les réparer. C'est un parking public qui devient un lieu sauvage. Que comptez-vous faire ? Alors, c'est effectivement un parking public juste à côté de l'école, public et gratuit. Donc, ça il va le rester. Donc, ça a les avantages et les inconvénients de ce type de stationnement. Ce que je peux vous dire, c'est que sur la mécanique sauvage, pour être clair, qui se passe sur ce parking, j'ai demandé donc aux forces de l'ordre d'intervenir. Donc il y aura des interventions conjointes entre la police nationale et la police municipale. On l'a fait dans d'autres endroits pour aller verbaliser celles et ceux qui utilisent ce parking à d'autres fins que du stationnement. Donc et bien sûr, on procède à des enlèvements de véhicules. Mais pour enlever des véhicules, il faut qu'ils soient restés au même endroit plus de 7 jours ou qu'il n'ait pas les papiers d'assurance ou qu'il y ait une dangerosité du véhicule. Il y a quand même des conditions, on n'enlève pas les véhicules comme ça. Et après, il y a une recherche du propriétaire. Mais donc, on intervient sur ces questions-là et il faut également pas hésiter à nous solliciter la police municipale et la mission sécurité prévention de la commune au service citoyenneté. Une question de Alain. Comment comptez-vous résoudre le problème du stationnement sauvage rue François-Laurent Gibon, qui pose de plus en plus de soucis de circulation et d'insécurité ? Alors écoutez, ce problème, on s'y est
Attaquer, c'est compliqué. Enfin, on s'y attaquait en verbalisant. Hein. Je dis clairement, voilà, donc je me suis pas fait que des amis puisque c'est 135 € l'amende. Donc vous imaginez, voilà, c'est une situation qui n'est pas acceptable puisque maintenant cette voirie, donc il y a un bâtiment qui a été livré donc en face de la résidence Gibon qui existait de logements sociaux. Donc cette voirie est à double sens. Donc ça pose des questions de sécurité, d'accès pompier, etc. Donc ce n'est pas acceptable que des habitants se garent sur une rue, quoi. Enfin c'est une rue. Donc voilà, on va continuer à verbaliser. Il y a un autre sujet aussi important, c'est que les stationnements qui existent aujourd'hui en souterrain puissent être utilisés par les locataires. Ce n'est pas le cas. Pour diverses raisons, mais notamment parce que le tarif des places est quand même relativement élevé, même si c'est du parking souterrain et que votre voiture est à l'abri. J'ai aussi demandé au bailleur, bailleur concerné, d'étudier la possibilité de baisser le prix du stationnement, parce qu'on va mettre en plus du stationnement, alors pas dans cet endroit-là, mais en proximité, dans le centre-ville, du stationnement réglementé, à compter du 1er février, notamment dans le centre-ville et vers le quartier de la Rapie, vers la place Léo Ferré. Donc il faut qu'on puisse améliorer les autres endroits qui ne sont pas concernés par le stationnement réglementé. Donc oui, c'est un fléau et il faut continuer, on va continuer à verbaliser et aussi à essayer de convaincre les locataires de se mettre dans les places de parking qui soient à leur disposition. Le parking a plus de 40% de places vides aujourd'hui. En tout cas, avis à ceux qui se garent rue François-Laurent Gibon, c'est 135 € l'amende. Voilà. Et on peut en prendre une tous les jours. Damien vous pose cette question. Avez-vous la date d'ouverture du métro de la ligne 4, s'il vous plaît? Oui, fin 2020. Fin 2020. Le projet avance très bien. On était encore en comité de pilotage avec la RATP en fin de semaine dernière. Vraiment, maintenant, voilà, le projet, enfin, tout le monde le voit, parce que l'ampleur des travaux est évidemment extrêmement importante. Mais maintenant, c'est un projet qui avance très bien. Il n'y a pas de nouveaux retards annoncés. Donc, voilà, fin 2020, ça sera la ligne 4, donc sera opérationnelle. Et la ligne 15, du coup, 2022, ce qui est annoncé par la Société Grand Paris. Vous avez vu aussi que les travaux ont commencé. Donc voilà, je pense que c'est très très bien, ce qu'on n'imaginait finalement pas il y a encore quelques années derrière nous. Maintenant, on se concrétise vraiment et je pense que c'est une très très bonne nouvelle voilà, pour la ville, même si la période là est compliquée avec les travaux. Mais je pense que pour demain, pour l'accès à la mobilité, on parlait de l'emploi des jeunes tout à l'heure. Enfin, voilà, la question de pouvoir se déplacer partout sur Paris, mais aussi en Île-de-France et de manière confortable et rapide, alors que le RERB est dans une situation catastrophique. Aujourd'hui, c'est vraiment voilà, le droit pour tous. Voilà, à se déplacer, aller avoir du travail, accéder aux loisirs, aller voir sa famille. Et puis c'est aussi une dynamique, mais tout le monde la voit maintenant, pour la ville et l'arrivée d'emplois sur la commune. Une question posée par Marietou. Madame le maire, j'ai eu dans le cahier de ma fille, qui est à l'école maternelle, un questionnaire sur les jours d'école pour l'année prochaine. Autrement dit, sur l'aménagement du temps scolaire. Est-ce qu'on a les résultats de cette enquête et qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine à partir de la rentrée? Bon, alors je vais dévoiler un petit peu avant l'heure les résultats de l'enquête. On a conseil éducatif local demain soir. Le conseil éducatif réunit les parents, les représentants des parents, des représentants des enseignants et puis des représentants des animateurs et les élus. Donc en gros, on est sur voilà, 41% qui était pour rester à 4 jours et demi, et donc le reste, près de 60%, donc 59%, qui est pour, enfin un petit peu moins parce qu'il y a un petit peu d'abstention, mais voilà, qui est pour revenir à la semaine de 4 jours. Donc on en discutera demain soir avec le conseil éducatif local, mais moi j'avais toujours dit que je ne consultais pas les familles pour faire le contraire de ce qu'elles souhaitaient. Donc voilà, raisonnablement, je proposerai demain, et je pense que le conseil éducatif, sans le déflorer, on sera d'accord, qu'on respecte ce choix. Juste, je dis, voilà, on se retrouve, nous, les villes,
et moi le maire que je suis, à gérer des questions qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas de notre compétence. L'organisation du temps scolaire, c'est normalement de compétence de l'État, et c'est à l'État de dire ce qui est bon pour les enfants et pour le rythme des enfants, puisqu'on parle des rythmes scolaires, et je pense que ce qui est bon à Bagneux, c'est bon à Toulouse, à Lille, enfin voilà, dans toute la France. Là aujourd'hui, on a en fait transféré cette responsabilité sur les communes. Je crois que c'est pas bien. Voilà, je pense que l'éducation, elle doit être nationale et elle doit être d'une organisation partout la même dans le pays. Oui, du coup, là, chaque ville fait un petit peu comme... Voilà, chaque ville fait un petit peu comme il peut et de façon différente. Alors que nous, par contre, voilà, le temps d'activité après l'école, c'est notre responsabilité de l'organiser et on est prêt donc à le faire. Donc on s'est toujours adapté à ces changements, et puis il faut arrêter de réformer sans arrêt, quoi. Enfin, moi je le dis parce que pour voir, là finalement on va changer, mais il n'y a pas eu d'évaluation nationale sur vraiment, est-ce que la journée de 4 jours et demi, elle a permis d'améliorer, parce que c'était la semaine, pardon, pas la journée de 4 jours et demi, la journée de 4 jours et demi, ça va, la semaine, est-ce que ça a permis d'améliorer les résultats scolaires ou pas? Est-ce que de réduire la journée de classe a permis des meilleurs apprentissages? Aujourd'hui, on n'a rien évalué du tout et on change encore. Donc un peu de stabilité, on en a besoin notamment pour nos enfants et pour leur éducation. Et les TAP, qu'est-ce qu'ils vont devenir si on revient à la semaine de 4 jours? Donc si on revient à la semaine de 4 jours, il n'y aura plus de TAP. Moi j'ai dit que les sommes qu'on avait consacrées, le budget qu'on avait consacré pour les TAP, on le consacrerait, on le garderait pour améliorer tout ce qui est autour de l'école, et notamment je pense la question des études le soir, qui ne donne pas complètement satisfaction aujourd'hui aux familles. On a besoin de plus accompagner la scolarité des enfants, par exemple. Voilà, on pourra mettre un petit peu plus de moyens sur cette question-là. Mais bon, nos centres de loisirs, tout ça continueront, bien évidemment. Et leurs beaux projets aussi, parce qu'il y a aussi des beaux projets dans les centres de loisirs de la ville. L'heure tourne, on va prendre la dernière question. C'est Arnaud qui vous la pose. Bonjour, suite à la circulaire mettant en cause le RER-B, est-il permis d'espérer un prolongement de la ligne 4 dans un futur proche? Alors, dans un futur proche, d'abord, ça ne dépend pas de moi, c'est pas moi qui décide de prolonger les lignes de métro, mais c'est une question extrêmement pertinente. On a été plusieurs maires du territoire à demander donc, le prolongement de la 4 au-delà de Bagneux pour finalement aller jusqu'au Plessis-Robinson et utiliser donc, en fin de parcours donc, une des branches du RER-B, la branche B2. Je pense que ça serait vraiment un très beau projet, une très bonne solution pour continuer à partir de Bagneux à desservir le sud des Hauts-de-Seine. Pour tout vous dire, on avait écrit ce courrier, on a demandé donc à Valérie Pécresse, présidente d'IDF Mobilité aujourd'hui, ce qui remplace le STIF, l'ex-STIF, de lancer une étude. On a eu une réponse négative pour l'instant. En tous les cas, moi et on est plusieurs maires à croire que c'est vraiment un projet d'avenir. Donc on va continuer à le porter, mais je ne peux pas vous dire que ça va être rapide. C'est un projet important qui doit coûter environ 1 milliard d'euros. Donc voilà, mais en tous les cas, c'est clair que nous, les élus, c'est notre responsabilité aussi de penser à l'avenir. Donc évidemment, moi j'aurais aimé que ce prolongement se fasse, qu'on puisse desservir avec une station sur le futur site des Mathurins, et puis qu'ensuite on continue avec Sceaux, etc. Voilà, donc c'est un beau projet, on va continuer à le porter. On est d'accord pour le porter à plusieurs, mais voilà. On n'est pas tout seul à décider. Voilà. Merci Madame le maire, merci à tous pour vos questions. Il est temps de se quitter et de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Tout à fait, moi aussi. Bonne fête de fin d'année. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine.